par rapport au... Parce qu'il y a eu quelques préconisations de proposer à la fin de l'exposé. Et une des préconisations aussi qu'on pourrait avoir aussi, c'est celle pour l'association qu'elle puisse mieux s'exprimer en expliquant ce qu'elle fait vraiment. Dans le sens où, comme au tout début de l'exposé, il était précisé, parfois les associations étaient marginalisées. C'est peut-être aussi tout simplement parce qu'on ne sait pas assez valoriser ce qu'on sait faire vraiment et ce qu'on fait vraiment en lien avec le territoire, avec le terrain et en lien avec les citoyens. Il y a besoin aussi d'avoir cette capacité à mieux valoriser ce qu'on fait vraiment au quotidien avec les citoyens et les résultats que ça peut apporter. Et ça pourrait aussi faciliter, quand certains ont peur, quand on dit qu'on parle de politique d'une association, de ce qu'on peut faire en termes politique, tout simplement ce qu'on fait en termes de politique, c'est pas simplement la réalisation de ce qu'on fait au quotidien. Et le fait de mieux le valoriser et de mieux le présenter, ça ferait peut-être moins peur aussi aux gens de dire moi je ne veux pas aller sur ce champ-là, c'est de la politique, alors qu'en fait c'est simplement de la réalisation de ce qu'on fait au quotidien. Donc mieux valoriser, mieux défendre ce qu'on fait au quotidien pourrait être en fait aussi une préconisation qu'on pourrait avoir. On ne sait peut-être pas assez se vendre dans le sens bien du terme, dans le sens de valoriser ce qu'on fait pour être reconnu et pas être marginalisé comme parfois certains pourraient l'avoir en compte des associations. C'est des questions-réactions. Voilà, je ne sais pas si vous voulez intervenir. Effectivement, il y a toute la question qu'a abordée Jean-Luc sur la qualification, effectivement, selon les associations, on parle d'usagers, de membres, de bénévoles, d'adhérents pour la plupart, en tout cas on en parle de manière générale. C'est un rapport parfois qui est même, on peut dire, politique, puisque là on pose clairement les choses. Un usager, ce n'est pas nécessairement un adhérent. Mais on pourra en discuter. Et puis effectivement, souvent, on ne fait pas toujours, j'ai l'impression, je le vois clairement, ce qu'on dit, on le fait parce que c'est le cœur de l'association et on ne repère pas tous les effets induits sur la société et on ne le valorise pas. C'est un énorme travail à chaque fois de pouvoir dire regardez ce que vous faites et regardez ce que vous apportez à votre environnement. On le dit régulièrement aux élus et effectivement c'est parfois éclairant, mais ça demande souvent un regard extérieur puisqu'on est tellement dans le jus qu'on ne le repère pas. À la fois un regard extérieur et puis un regard, on parle d'évaluation là clairement, et peut-être que tant que les associations continueront à se nourrir des outils d'évaluation des autres, donc elles ne créeront pas elles-mêmes leurs propres indicateurs de ce qui fait la valeur, de ce qui fait leur force, et ben on dira ce qu'on fait, mais au travers, au prisme des outils des autres. Je pense des outils du libéralisme, c'est les consultants dont M. Adil parlait sont là, ils sont très très d'ailleurs sur le coup. Ils ont des outils très précis, déjà prêts. Ils ont des référentiels tout prêts, c'est pratique. Vous voulez réagir par rapport à ça ou non? C'est plutôt des remarques que des questions. Oui, c'est ça, il n'y a pas vraiment de questions, mais Jean-Luc? Ouais, pour prendre un peu le contre-pied de ça, moi je me demande, parce que je pense que dans nos associations, moi je suis dans l'association environnementale, je pense qu'on est arrivé à une forme d'institutionnalisation de nos associations, c'est-à-dire un lien privilégié à la question de collectivité, de partenariat. Non, justement, de plus en plus d'appels d'offres, de plus en plus de logiques de prestation qui vont à l'encontre même des logiques de partenariat, et que du coup, nous aussi, on a une forme d'autocensure dans notre capacité à réfléchir politiquement à ce qu'on est capable de faire, à ce qu'on représente. Et je me demande si le fait de valoriser nos assos, ok, je suis d'accord avec ça, mais est-ce qu'on n'aurait pas aussi à réfléchir dans le côté dire non aussi à un moment donné, à faire par exemple une logique association morte à un moment donné, c'est-à-dire voilà, on arrête de faire le job, et on voit ce que ça donne dans la société, pour aussi créer un peu une prise de conscience, un choc, quoi. À un moment donné, il faut aussi qu'on aille aussi sur ce champ-là, de se dire, nous on a pensé aussi à Bouche Cousue par exemple, on participe à je ne sais pas combien de commissions, etc. Eh bien on y va tous, mais on y va tous avec Bouche Cousue, parce que de toute façon, dans ces commissions et ces lieux-là, ce qu'on dit, c'est comme si on ne disait rien, la plupart du temps ça ne sert à rien, enfin c'est quand même un constat qu'on peut faire globalement. Donc aller vers aussi une capacité du coup chez nous à se donner un peu la liberté d'agir et de prendre nos aises par rapport à ça, avec le risque parfois, on entend du coup, oui mais bon on est financé par la collectivité, donc si on commence à, etc., ça nous a fait perdre parfois
notre capacité et cette liberté de dire ben oui, on peut faire des choses, oui parce qu'on les représente, oui parce qu'on représente une vraie force démocratique pour cette société, et qu'on est en vraie crise démocratique forte et que donc il faut y aller. Quoi. C'est ça. C'est ça. Et si on n'y va pas d'une certaine façon, ça peut avoir des conséquences désastreuses. Il faut arrêter, je crois, ce que vous mentionnez à juste titre là encore, c'est que c'est pas parce qu'on est financé par les collectivités publiques que l'on n'a pas le droit d'être contre les collectivités publiques. Moi, on avait fait un petit livre, un livre qui était plutôt un livre d'exemples, qui s'appelle Association et action publique, dans lequel on avait mélangé les textes des chercheurs et des responsables associatifs. Et il y a un texte des gens de aide qui montre très bien que aide est à la fois financée par les pouvoirs publics et dans des actions illégales. Et les deux ne sont pas du tout incompatibles. Et d'une certaine façon, peuvent même se renforcer. Donc, cette idée comme quoi il faudrait, parce qu'on est financé par les pouvoirs publics, ne plus rien dire, je crois que c'est l'un des enfermements dont sont victimes les associations, et qu'il y a des associations qui arrivent tout à fait à conjuguer des registres d'opposition et des registres de négociation. Ben, vous le savez bien d'ailleurs dans le domaine des associations environnementales. Il y a plein d'associations qui font ça. C'est même un des fondements de la démocratie. Voilà, c'est un des l'argent fondements. public aide les associations à pouvoir générer eux-mêmes leurs propres idées, leurs propres propositions, leurs propres argumentaires. C'est un des fondements de la démocratie. Sinon, on perd le côté démocratique du contre-pouvoir qu'on évoquait tout à l'heure. C'est ça, le contre-pouvoir. Si vous voulez, ce qui est vraiment difficile à dépasser aujourd'hui, c'est tout ce formatage de la pensée qu'a produit le néolibéralisme, avec l'idée que les associations, c'est un coût, par exemple, et qu'il faut réduire le coût de ces fonctions parasitaires. Mais ça a été clairement théorisé. Donc maintenant, c'est pour ça que je pense que c'est utile de faire des rencontres avec des responsables associatifs, des responsables publics, et j'ose espérer des chercheurs aussi, pour essayer de reprendre langue aussi, parce que beaucoup de responsables publics, quelles que soient leurs appartenances politiques, ont été pris dans ce discours de l'économie dominante. Polanyi, qui pour moi est un auteur de référence et qui a réfléchi sur la pluralité des principes économiques, disait que le problème de nos sociétés contemporaines, c'est le sophisme qui repose sur la confusion entre économie et marché. Et je pense que c'est une proposition forte, parce que on n'arrête pas de renvoyer au monde associatif qu'il aurait un amateurisme économique, qu'il ne serait pas capable de gérer. Enfin, il ne faut jamais avoir été dans une entreprise privée pour penser que la gestion des associations est chaotique. Mais dans les luttes claniques dans les grands groupes et dans les multinationales, mais c'est ce qui fait la vie quotidienne. Il n'y a aucune rationalité gestionnaire là-dedans. Ils gèrent du pouvoir. Et c'est là où les solutions type social business sont inquiétantes. C'est parce qu'elles réinscrivent les associations dans la dépendance à des gens qui aujourd'hui ne sont plus sur le marché, mais sont dans un système de puissance privée qui veut se substituer à la puissance publique. C'est pour ça que pour moi, il vaut mieux réfléchir à des alliances territoriales avec le tissu économique qui est celui du territoire, qu'avec des grands groupes qui aujourd'hui, par rapport aux associations, me semblent très instrumentaux. Ils en ont besoin d'ailleurs. Là encore, ça fait l'objet d'un petit développement dans le livre. Le texte du Rameau sur les associations, il est préfacé par Gattaz, qui dit très clairement pourquoi les entreprises ont besoin des associations aujourd'hui pour retrouver une crédibilité plus grande. Donc, ne soyons pas naïfs, on est dans un système structuré par des rapports de pouvoir, et il faut se situer dans ces rapports de pouvoir et essayer de voir comment est-ce qu'il est, à partir de l'analyse de ces rapports de pouvoir, possible d'établir des stratégies qui supposent, je pense, de jouer sur des registres qui ne doivent pas être opposés et qui peuvent être menés conjointement. Au fait, je
suis d'accord, mais c'est pas si simple que ça au fait. C'est-à-dire que quand on est employeur, ce combat politique, bah voilà, faut être d'accord de le mener en sachant que il y a des risques quand même derrière vis-à-vis des personnes qu'on emploie. Et finalement, c'est ça le cœur, c'est ça qu'on essaye de chercher un petit peu, c'est l'équilibre entre ce mouvement politique revendicatif qui est à l'origine même de l'association, comme vous le disiez, et en même temps le faire à côté et cette collaboration qui est nécessaire avec les pouvoirs publics, bah, elle n'est pas forcément simple à construire et ça dépend qui on a en face aussi. Dans un monde idéal, bah, oui, moi je suis d'accord, les associations, elles ont leur autonomie, elles font des choses, on les finance pour ça, il n'y a pas de souci et elles ont le droit de gueuler. Dans les faits, ça dépend qui on a en face, quoi. C'est-à-dire qu'on a bien vu Laurent Wauquiez, voilà, pour citer un par exemple, quand il arrivait au pouvoir en région Auvergne, voilà, ben, directement tous les assos environnementaux qui justement avaient un rôle d'éducation à l'environnement, mais un rôle aussi militant, et ben, on sucre toutes les subventions. Et il n'y a plus rien derrière. Donc il y a un vrai rapport aussi, un nouveau rapport qui est à construire justement entre les politiques qui financent les collectivités et les associations. Et ça je pense qu'on est tous conscients que c'est pas simple et ça dépend des acteurs, quoi. Voilà. Et quand on parlait des nouveaux mouvements, des Gilets jaunes ou des nouvelles associations, et ben c'est des mouvements qui n'ont pas de salariés aussi. Donc il y a vraiment cette question-là, c'est comment réussir à maintenir de la politique et à maintenir de la revendication à partir du moment où on est justement un peu institutionnalisé, où on a des salariés. C'est peut-être pour ça que les gens ils se tournent aussi vers d'autres formes parce qu'ils se disent « Ah bah ouais, mais vous, de toute manière, vous êtes un peu pieds et poings liés, donc vous n'avez pas la même liberté. » Effectivement, il y a dans la salle, je pense, plusieurs employeurs, et des gros employeurs, je crois, de structures médico-sociales, environnement aussi, qui doivent aussi se poser ce type de questions. Ce rapport au pouvoir public, quand on est financé, qu'est-ce qu'on peut vraiment s'affirmer, se réaffirmer, revendiquer, dire non? J'imagine que c'est une question. Autre exemple pris dans Association et Action publique, une association sociale et médico-sociale qui, à Bordeaux, plusieurs centaines de personnes, refuse les injonctions de l'ARS. Ça lui pose des problèmes. Ça met en danger les services. Et ben, l'analyse qu'ils font, elle est disponible dans le livre 5 ans plus tard, c'est que cette période de tension leur a permis d'être mieux respectés par l'ARS et ils sont aujourd'hui l'un des lieux associatifs qui est le plus en lien avec l'ARS pour de nouvelles façons d'intervenir. Donc ça veut dire que à un moment donné, c'est vrai que aller trop loin dans admettre n'importe quoi fait que les partenaires ne respectent plus l'interlocuteur associatif. Et je suis d'accord avec vous, hein, c'est très compliqué de définir l'équilibre et de ce point de vue-là, on n'est jamais sûr d'aller dans le bon sens. Moi, c'est un débat que j'ai avec des collègues qui sont beaucoup plus critiques que moi et qui disent les associations, c'est toujours impur, parce qu'elles ne réalisent pas vraiment les objectifs qu'elles voudraient, parce qu'elles sont obligées de passer des compromis. Moi, j'aurais tendance à dire, justement, la vie réelle, elle est forcément impure. Il faut arrêter de rechercher cette pureté qui n'est pas à portée humaine. Et donc, ce qui est important, c'est qu'il y ait une capacité d'autoréflexivité sur jusqu'où on peut aller dans les compromis. Et ça, il n'y a pas de référence extérieure qui peut vous le dire, mais c'est important qu'il y ait une réflexion collective au sein de l'association pour se dire là, jusqu'où on peut aller et où on commence à dire non. Mais je suis d'accord avec vous, ça se fait dans une impureté qui est constitutive de la réalité et qu'il faut admettre. Et donc, on est obligé tous les jours de passer des compromis. Mais il y a des moments où ces compromis, ils peuvent devenir des compromissions. Mais c'est la même chose dans le service public, à l'université. C'est notre vie de tous les jours. C'est qu'à un moment donné, on sait très bien qu'on ne peut pas dire non parce qu'on est dans une multiplicité de contacts et d'interactions institutionnelles. Mais si pour autant, on ne dit jamais non, à ce moment-là, ben on va se faire laminer progressivement ce qui est l'identité même de ce qu'on a voulu faire. Vous citiez l'exemple de l'insertion. Je pense que l'insertion a quand même été
très instrumentalisé à un moment donné, et d'une manière qui pose problème. 3e chapitre de ce livre, Association et action publique, le texte du président de Pôle Solidaire dans la banlieue parisienne, qui montre comment le fait de, alors que l'association d'insertion n'intervenait pas dans le débat politique, puisque de toute façon c'est le cas général ou très fréquent des associations d'insertion, on ne fait pas de politique. Il montre comment dans l'association d'insertion de quartier, la capacité à retrouver une parole politique a été un vecteur de redynamisation de l'association. Et là aussi, pas facile, parce qu'à un moment donné, la municipalité de droite, pas tout à fait extrême, mais pas loin, en conflit avec le pôle solidaire, et là, ils ont été dire, écoutez, nous avons 200 emplois, c'est pas vous qui avez besoin de nous, c'est pas nous qui avons besoin de vous, c'est vous qui avez besoin de nous. Donc si vous arrêtez les contrats, ok, nous on arrête. Demain, dans la cité, on arrête nos 200 emplois. Ça revient à ce que vous disiez. Eh bien, ils ont réussi à négocier avec un interlocuteur et un responsable public qui n'est pas forcément de la sensibilité la même que la leur. Hein. Et à un moment donné, je pense que le rapport plus tendu, plus conflictuel, je ne sais pas s'il faut parler de rapport de force ou d'autre chose, peut être aussi un élément qui fait que finalement on ne marche pas sur les associations en leur faisant faire n'importe quoi à n'importe quel prix. Mais je suis d'accord avec vous, tout ça doit être analysé, là c'est facile de faire un discours un peu général, tout ça doit être analysé au jour le jour, hein, sur ce qui est mis en place, et les réponses ne sont pas simples. Mais moi, mon rôle, c'est de pousser le bouchon un peu dans ce sens-là. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou... Oui, peut-être, mais plus par curiosité. Le discours que vous tenez aujourd'hui, j'imagine qu'on représente les associations du secteur, donc on y adhère assez facilement. Mais les propos que vous venez de nous tenir, est-ce que, j'imagine que vous les avez tenus devant, je ne sais pas, est-ce que vous les avez tenus devant l'Association des maires de France? Est-ce que vous les avez tenus devant les services de l'État? Voilà, et j'imagine que oui, vous avez eu l'occasion de le faire peut-être, et quelles sont les réactions? Je pense qu'il y a du boulot, effectivement. Il vaut mieux s'y mettre à plusieurs, et que j'ai tendance à penser que ça exige aussi plus de rapports entre responsables associatifs et chercheurs. Et là aussi, on revient de loin, hein, parce que il y a encore pas longtemps, on disait mais qu'est-ce qu'on a besoin de ces conneries théoriques qui servent à rien, nous on est dans le pragmatique, et puis les chercheurs étaient aussi, pour les raisons que j'indiquais, c'est encore vrai, un peu méprisants vis-à-vis des associations. Je pense qu'aujourd'hui, le développement des recherches participatives en témoigne, même si elles font controverse aussi, ces recherches participatives, mais je crois que si on veut justement essayer de changer les règles du jeu ou de peser dans ce sens-là, il faut des alliances plus fortes. Jean-Luc, vous disiez tout à l'heure qu'il fallait éviter de continuer à dire non. Alors, on va essayer de ne pas dire non, mais poser la question de savoir les politiques locaux, ils sont où là? Oui, mais combien ils sont? Départementaux, communaux? Il y en a qui ont des doubles casquettes, hein, on dira les noms. Non, mais c'est ce que disait votre collègue à l'instant, c'est qu'aujourd'hui, ces univers sont des univers qui sont très séparés. Et notre travail, c'est de faire qu'il y ait plus de dialogue. Mais ça ne se fait pas tout seul. Effectivement, il ne suffit pas d'ouvrir un débat sur les associations pour que des élus viennent, à part quelques-uns. Très bien. D'autres questions pour terminer peut-être, et après on pourra aller boire un verre, on vous offre un verre. Moi, je pense, pour avoir quand même des contacts assez fréquents avec des élus et essayer de discuter de ces choses-là, je pense que les choses, d'abord, la façon dont a été intériorisée l'idée qu'il y a
qu'on nous dit tous les matins dans les médias, c'est-à-dire qu'il y a une économie productive, l'économie marchande, et à côté des parasitaires comme les associatifs, les responsables politiques l'ont quand même très largement intégré. Le fait que l'économie marchande, c'est une économie productive qui crée des richesses et que les autres les dépensent. Donc déjà, il faut déconstruire ça. Et je pense que ça commence à venir par les territoires. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, plein d'élus se rendent compte que l'économie durable des territoires, c'est pas les 2-3 entreprises qui étaient là il y a encore 10 ans et qui ont fermé depuis ou qui ont été s'installer ailleurs, c'est effectivement un tissu d'associations, d'économie sociale et solidaire, mais aussi de PME et de TPE qui ont un rapport qui continue au territoire, que non plus un certain nombre d'acteurs économiques qui, eux, passent d'un territoire à l'autre sans que ça importe. Et je crois que ça redonne un peu une capacité de dialogue entre responsables associatifs et élus dont il faut jouer. Pascal Non, je crois qu'il y avait Tanguy, juste pour rebondir sur ce que vous disiez. C'était juste une réflexion par rapport à ce que vous dites et ce que vous avez dit tout à l'heure, là, qu'aujourd'hui, bon, on se rend compte que la Terre, elle est finie, quoi. Hein, elle a une limite, bon, il faut faire avec. Et hier matin, j'ai entendu un débat sur France Inter, hein, je ne me souviens plus exactement entre qui et qui, mais il y en a un qui disait il faut absolument mettre de la 5G partout, des pylônes, etc. Et l'argumentation, c'était de dire, vous vous rendez compte aujourd'hui, je ne me souviens plus quel pourcentage, mais 70% de la population mondiale a un smartphone, donc il faut mettre de la 5G pour que tout le monde puisse y accéder, etc. quoi, hein. Et l'autre disait, mais bon, il faut peut-être réfléchir aussi un peu pourquoi on veut utiliser la 5G, pourquoi on veut diffuser toujours de plus en plus d'informations, etc., sur les réseaux sociaux et tout ça. Alors je pense que ça nous renvoie à ce problème politique, justement, du choix de société, quoi. Oui, et puis un choix qui est de plus en plus mis en évidence, parce qu'on se rend compte maintenant qu'il faut, vous l'aviez évoqué tout à l'heure, qu'il faut désarrimer l'idée de liberté, d'autonomie avec celle d'abondance. Il y a un excellent ouvrage là-dessus. Ouais, hein, Pierre Charbonnier qui a écrit un bouquin qui explique ça, que c'est pour ça que maintenant on voit bien que le politique, ça va peut-être redorer son blason, parce que c'est plus des querelles politiciennes qu'il va falloir évoquer, justement, c'est définir des besoins. Définir des besoins parce qu'on sait que le marché ne peut plus fonctionner. Le pur paradigme d'offre et de demande, ça ne fonctionne pas, ça nous envoie dans le mur. Donc, il va falloir arriver dans une société où on va être capable démocratiquement de définir nos besoins pour que ce soit en adéquation avec les limites planétaires, les limites de la Terre, etc. Et là, je trouve que ça pose la politique de manière totalement différente de celle qui a prévalu depuis presque le XVIIIe siècle. Enfin, c'est ce que Pierre Charbonnier explique. Hein. Voilà, on a été sur l'idée que abondance et liberté, c'était forcément lié. Eh bien non, il va falloir désarrimer l'idée d'abondance, de confort permanent, toujours supérieur, etc., avec l'idée d'autonomie, l'idée de liberté. En tout cas, c'est un excellent bouquin, effectivement, que je conseille de lire. Hein. Il y en a d'autres aussi qui vont dans le même sens. Les ouvrages de Serge Audier, qui travaille un peu sur ces questions, c'est-à-dire l'archéologie de la pensée écologique et la manière dont, effectivement, notre conception de la liberté a été shootée à la croissance. Et on a défini... c'est quand même l'histoire de l'État redistributif qui a apporté énormément de choses, mais qui a aussi induit cette idée que la liberté ne pourrait s'accroître qu'avec l'abondance. Michel ? Oui, moi je voulais juste revenir un petit peu sur le rapport aux élus, aux collectivités, et aux pouvoirs publics en particulier. Et donc on évoquait, alors, juste pour dire aussi que je crois qu'il faut qu'on apprenne à travailler avec eux. Et alors il y a des réseaux aussi qui existent, d'élus de l'économie sociale et solidaire, le RTES, donc voilà, qui sont aussi... et donc en Bretagne, il y a quand même pas mal de collectivités qui sont membres de ce réseau, et donc qui sont aussi des gens sensibles à ce qu'on défend ici. Voilà.
Et le deuxième point, c'est qu'il n'y a pas que les élus. Donc, des fois, les élus, ils ont une volonté de faire les choses d'une certaine manière, d'engager un rapport à l'association particulier, sauf qu'ils sont très mal conseillés par leurs propres agents de la collectivité qui, par exemple, sur les modes de financement ou les rapports, vont imposer la commande publique là où la subvention peut être mise en œuvre. Or, les modes de financement induisent aussi le rapport à l'association. On n'est pas du tout dans le même rapport si on est dans une commande publique, c'est-à-dire une délégation de service public, ou si on est dans le cadre d'une subvention. À titre d'exemple, la Cour des comptes est très, regarde de très près si une collectivité qui subventionne une association y met un cahier des charges trop important, ça peut être requalifié comme un marché public. C'est-à-dire que dans la subvention, il ne doit pas y avoir de cahier des charges. C'est l'association qui le définit. C'est-à-dire que la subvention, c'est un financement qui est donné à l'association pour son projet. La collectivité n'a rien à en dire. Rien à en dire de ce projet-là. Elle le finance, elle paye pour que l'association décide de ce qu'elle fait de ces financements-là. Et donc ça, c'est des choses aussi sur lesquelles il faut qu'on soit clair et qu'on défende clairement. Enfin, il y a des statuts du financement, il y a des qui font des rapports différents, quoi. Et donc du coup, je rebondis aussi sur cette dimension à la fois contestation, revendication et gestion d'équipement. Et voilà, enfin, on peut tenir les deux, quoi. On peut tenir les deux, mais c'est vrai qu'il faut, c'est pas simple, c'est ténu, ça dépend des situations, mais voilà, il faut aussi être bien au clair sur les outils mis en place dans le rapport entre collectivités et nous. Et puis, moi je ne sais pas, mais il y a sûrement des choses à faire pour les agents des collectivités sur leur connaissance aussi du monde associatif et des outils de travail et de coopération. Oui, là, je réponds au tac au tac, mais il y a une formation qui a été mise en place par le CNFPT, donc pour les agents des collectivités, avec la CRES, voilà, sur notre relation, en tout cas, ce qui peut se faire aux associations, aux manière générale, à l'ESS, mais il y a encore du travail actuellement. Je pense que le côté renouer avec le politique dans nos assos, il peut être aussi valable pour les élus eux-mêmes. Renouer avec le politique, en l'occurrence, moi je rejoins complètement ce qui vient d'être dit. Aujourd'hui, on entend de plus en plus de politiques ou de services qui se basent d'abord sur le service juridique qui va sortir aujourd'hui. C'est le service juridique qui gère un certain nombre des relations entre une association et une collectivité, quoi. C'est aberrant, c'est complètement aberrant. Que le service juridique donne un avis sur quelque chose, oui, mais après, on est quand même sur une logique politique, oui ou non, est-ce qu'on est prêt à faire des choses ensemble et à quelles conditions on les fait? Et il y a des modalités pour le faire, quoi. Donc avec ces services juridiques, moi j'en ai la casquette des services juridiques, c'est bon. Il faut que le politique aussi, l'élu, retrouve la capacité à dire non, lui aussi, à son service juridique et à ses services pour dire oui, là on y va, quoi. Et on trouve la modalité pour y aller. Et il y en a. Je pense qu'il y a aussi ça, quoi. Mais c'est vrai qu'il y a des résistances, parce que moi j'avais travaillé un peu avec la ville de Barcelone, et la ville de Barcelone, ils avaient, la municipalité précédente, une agence de développement économique. 200 fonctionnaires quand même. Ils faisaient des trucs sexy comme la révolution numérique, les nouvelles technologies, la cité créative, toutes les choses qui sont à la mode. Puis tout d'un coup, la nouvelle municipalité leur demande de faire du travail avec les associations de quartier. Mais les fonctionnaires, ils estimaient qu'ils étaient déqualifiés, qu'on les renvoyait à des fonctions qui n'étaient pas de la qualité de celles qu'ils faisaient antérieurement. Donc il y a tout ça aussi à déconstruire. C'est de dire que c'est pas une sanction quand on doit travailler en tant que fonctionnaire avec des associations, mais ça peut être vécu comme tel.